Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité. Merci de choisir la 7, les titres les voici. Nous parlerons politique, le grand mouvement citoyen a porté son regard sur l'actualité politique togolaise ainsi que celle dans plusieurs autres pays de la sous-région. Nous ferons le compte rendu dans un instant. Puis, il y a cette nouvelle disposition prise par le Bénin, pays frontalier du Togo. Le pays a officialisé un arrêté préfectoral visant à renforcer la répression des traversées clandestines de la frontière Togo-Bénin en direction du Togo. Nous y reviendrons. Au-delà de nos frontières, la requête de l'opposition politique pour l'annulation des résultats du scrutin présidentiel portant Bola Tinubu à la tête du Nigeria a été rejetée par la Cour d'appel du pays ce mercredi. L'opposition va changer de stratégie, elle compte cette fois-ci saisir la Cour suprême. Du nouveau dans l'épisode du coup d'État au Gabon, la junte militaire au pouvoir présidée par le général Brice Oligui a annoncé hier soir que le président déchu Ali Bongo, en résidence surveillée depuis près d'une semaine déjà, était désormais libre de ses mouvements. Voilà pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, nous décortiquons tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Sujet politique à l'entame de cette édition, le grand mouvement citoyen, regroupement de réflexion et d'action mis sur pied il y a un peu plus d'un mois, est revenu sur sa vision ainsi que sur ses objectifs, mais elle s'est également prononcée sur l'actualité politique au Togo, mais également dans plusieurs autres pays de la sous-région. On voit les précisions sur cette rencontre avec ce reportage de Promise Pomegbe commenté par Kofi Klégué. Quelques semaines après sa mise en place, le grand mouvement citoyen GMC, qui a promis aux Togolais d'œuvrer à la promotion de la démocratie, l'état de droit, la justice sociale et la responsabilité citoyenne pour la refondation de la République, vient repréciser sa vision, ses objectifs et se prononcer sur l'évolution des choses au niveau national, mais également sur la situation qui prévaut actuellement en Afrique de l'Ouest. Même si le discours n'est pas totalement différent de ce que les Togolais ont l'habitude d'entendre jusqu'à présent, le GMC a déploré la situation économique actuelle du pays, situation qu'il qualifie de catastrophique, évoquant entre autres l'accélération de l'endettement, la généralisation de la corruption et l'impunité. La recrudescence des violations des droits humains, le rétrécissement de l'espace public et civique, ainsi que d'autres situations concourent, selon le GMC, à un contexte dégradé dans lequel l'on s'apprête à tenir les prochaines élections législatives et régionales. Le regroupement a annoncé l'élaboration d'une plateforme ad hoc pour sensibiliser les citoyens sur l'ampleur et la gravité des fraudes électorales, ainsi que leurs conséquences sur le développement économique et social du pays. Par rapport à la recrudescence des coups d'État, pour le GMC, la CEDEAO devra faire des réformes courageuses et salutaires, comme la limitation des mandats présidentiels à 2, afin de relever les vrais défis démocratiques. Le réseau coordonné par le professeur David Dossé n'est pas, à en croire les dires, une alliance électorale créée à la veille des prochaines élections. Elle voudrait bien contribuer à l'union des partisans du changement en vue de la constitution d'une alliance électorale forte pour favoriser l'avènement de l'alternance au sommet de l'État. Le Bénin entend améliorer la sécurité de ses localités frontalières. Pour ce faire, un arrêté préfectoral vient d'être pris pour renforcer la répression des traversées clandestines de la frontière en direction du Togo. Plus de détails avec ce récit d'Harold Messan-Atto. Le Bénin va durcir la répression vis-à-vis des personnes qui quittent clandestinement son territoire en direction du Togo. En effet, selon un arrêté émis par le préfet du département du Mono, Bienvenu Miloin, cette décision vise à renforcer la sécurité de la région du Mono, frontalière avec le Togo. Cet arrêté précise les localités à partir desquelles les populations doivent rejoindre le pays et énumère les voies autorisées pour accéder au Togo à partir des communes de Grand Mono, Atiémé et Okosa. L'empreinte de voies ou de pistes non autorisées est punie conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 2018 portant code pénal tel que modifié par la loi du 20 décembre 2021. Les frontières terrestres entre le Togo et ses pays voisins, qui sont restés fermés pendant 2 ans au cours de la pandémie de Covid-19, ont vu depuis leur réouverture de nombreux mouvements de population de part et d'autre, comme les nombreux Togolais qui fuient l'insécurité dans le nord du pays du fait de la menace terroriste pour se réfugier notamment au Bénin. La question est maintenant de savoir si le Togo prendra des dispositions similaires
afin de maintenir la sécurité dans ces localités frontalières avec le Bénin. Parlons éducation à présent, les enseignants vacataires de l'université de Lomé ne sont pas encore entrés en possession de leurs droits de vacation. Pour le compte de l'année 2022-2023 qui s'est achevée, les enseignants vacataires depuis octobre 2022 tirent le diable par la queue. L'université de Lomé, tout en reconnaissant cet état de fait, promet que la situation sera réglée bien avant la reprise des cours fixée sur le 9 octobre prochain. Les détails de Koufi Klégué. À quelques jours de la rentrée universitaire fixée au 9 octobre 2023, les enseignants vacataires de l'université de Lomé n'ont pas encore touché leur traitement de l'année qui s'est achevée. Depuis octobre 2022, les enseignants vacataires de la plus grande université nationale n'ont pas touché leur salaire. Une situation préoccupante si on s'en tient à la précarité dans laquelle vivent ces enseignants. Les enseignants vacataires sont sollicités par les différents départements et facultés de l'université pour combler le manque de personnel enseignant. Selon les vacataires, ils n'entrent dans leurs droits de vacation que lorsque l'année est clôturée par les divers examens. Mais particulièrement pour cette année 2022-2023, il y a longtemps que les examens ont fini et pourtant ces vacataires ne sont pas encore satisfaits. Selon eux, les doyens de faculté et les chefs de département avaient tout bouclé depuis mai 2023. L'université de Lomé reconnaît qu'il y a un retard dans le paiement des droits de vacation. Selon elle, ces retards sont souvent d'ordre administratif. Si ce n'est pas les chefs de département et les doyens de faculté qui n'ont pas rendu à temps la situation des vacataires, c'est parfois l'indisponibilité des vacataires eux-mêmes pour signer leur dossier avant transmission à la présidence de l'université. Cependant, l'université rassure que la situation sera normalisée avant la reprise des cours prévue en octobre 2023. Longue de plus de 120 km, la route Lomé-Palimé, actuellement encore en chantier, fait partie de cette grande voie très empruntée par la population togolaise. Malheureusement, elle défraie la chronique. Et pourquoi? Le nombre d'accidents dont elle est le théâtre suivi de décès ne cesse d'augmenter de jour en jour. Constat de Bernard Quinvy. Les routes togolaises demeurent des cimetières à ciel ouvert. Presque quotidiennement, l'on assiste impuissant à des accidents parfois évitables. Malheureusement, la situation est loin de s'améliorer. Sur la nationale numéro 5 Lomé-Palimé, actuellement en réhabilitation, la situation est préoccupante. Chaque jour presque, cette voie ne fait que des malheureux. Des jours, des semaines dramatiques pour ce qui est du nombre de victimes des accidents enregistrés sur cette route, notamment sur le tronçon à Tikoumé-Zanguera. Le dernier cas d'accident enregistré sur ce tronçon est celui du mardi dernier où un camion benne à ordures a ramassé une mototaxi faisant un mort sur le champ et un blessé évacué dans un centre de santé. Si la conduite sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, les excès de vitesse, l'usage de téléphone au volant, la conduite sans permis entre autres sont généralement cités comme les principales causes des accidents sur les routes togolaises, ce n'est pas forcément le cas sur la nationale numéro 5 ces dernières années. La route en chantier ne dispose pas encore des panneaux de signalisation ni de dos d'âne. Les feux tricolores et les lampadaires déjà installés ne sont pas encore opérationnels, ce qui constitue également les causes de ces accidents. Bien que la route soit toujours en chantier, l'État doit prendre des mesures urgentes pour que des panneaux de signalisation et des passages à niveau soient mis en place afin d'éviter le dommage. Restons toujours dans ce registre d'infrastructures routières pour parler de la route internationale Lomé-Aniro qui depuis un moment déjà est en réhabilitation. Tout récemment, l'achèvement des travaux à Vepozo-Aniro a été constaté par le ministère de tutelle. Retrouvez dans ce qui suit le récapitulatif du déroulement des travaux sur cette voie, mais également les changements intervenus durant la réhabilitation et les appréciations d'après les visites. Le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 2, partant de Lomé à Aniro, a été élaboré depuis 2013, mais les travaux n'ont effectivement démarré qu'en 2020. La réalisation du projet a été scindée en deux phases. La première,
devait servir de dédoublement de voies sur 10 km partant d'Avepozo à Togokome. La seconde devait également procéder de la même manière et prendre de Togokome à Aneho sur 20 km. Au départ, la phase 1 a été confiée à la structure chinoise CRBC et la deuxième à celle tunisienne Soroubat. La responsabilité leur revenait donc à élargir la route qui part d'Avepozo à Aneho en raison de son étroitesse qui posait des problèmes de bonne circulation aux usagers. L'exécution des travaux n'a pas été sans difficulté. La livraison va faire objet de report. Prévue pour mars 2022, elle n'a pu tenir. Jusqu'en mai 2021, le taux de réalisation était encore entre 20 et 27%. La lenteur des travaux, selon les observateurs, serait due à des défaillances techniques au niveau des entreprises concessionnaires ou serait la faute aux organes chargés de l'attribution des marchés. La chef du gouvernement, après une descente sur le terrain, a donc appelé à accélérer les travaux. Elle a exigé une revisitation du planning. Le taux de réalisation a donc évolué en juillet 2022. Il est passé à 84% pour les travaux de bitumage et à 65% pour les aménagements connexes. Si l'on tient compte des dates fixés au préalable, ce projet de réhabilitation de la nationale numéro 2 sera livré plus tard que prévu. Mais d'après les mots de la ministre, d'ici octobre 2023, elle devrait être clôturée et livrée. Cette route vient relier le pays à ses voisins de l'Est et de l'Ouest, le Ghana et le Bénin. Nous filons à l'international à présent, plus précisément au Burkina Faso. Amsetou Nikiema, une célèbre guérisseuse plus connue sous le nom d'Adja, a été condamnée hier soir à 3 ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il lui est reproché, ainsi qu'à certains de ses collaborateurs, d'avoir usé de séquestration, de coups et de blessures sur l'un de ses patients. 8 d'entre ses complices ayant reconnu les faits ont été condamnés, eux, à 48 mois de prison et à une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Pour rappel, Amsetou Nikiema avait été interpellé après la diffusion le 26 juillet dernier sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un quinquagénaire torturé par des individus se réclamant d'elle à Komsilga, près de Ouagadougou. Il faut également préciser qu'Adja attire des milliers d'adeptes pour des séances de guérison de victimes de mauvais génie et sa réputation n'a cessé de croître 3 ans seulement après sa première séance. Puis à présent au Nigeria, mercredi, la Cour d'appel d'Abuja a rendu finalement son verdict sur les résultats du scrutin présidentiel du 25 février portant Bola Tinubu à la tête du Nigeria. Elle a rejeté la demande d'annulation de ces résultats faite par l'opposition. Mais cette dernière semble décidée. Elle compte cette fois-ci changer de stratégie. Elle va saisir la Cour suprême du pays pour avoir gain de cause. Déboutée par la cour d'appel d'Abuja mercredi, l'opposition nigériane, qui conteste toujours la victoire de Bola Tinubu à la présidentielle de février, ne décolère pas. Le parti travailliste de Peter Obi et le PDP d'Atiku Abubakar refusent de baisser les bras. Ils ont décidé de saisir la Cour suprême afin de rétablir ce qu'ils considèrent comme la vérité des urnes. Nos clients ne sont pas satisfaits du jugement qui vient d'être rendu. Et nous avons reçu l'instruction ferme de notre client de le contester en appel. La Cour nous a promis que nous recevrions une copie du jugement d'ici demain afin de nous permettre de passer à l'action. Il y a certaines choses, certains principes de droit que nous devons explorer et nous croyons fermement que lorsque nous arriverons à la Cour suprême, celle-ci aura l'occasion d'examiner un certain nombre de choses qui ont été dites ici aujourd'hui. Nous avons donc reçu l'instruction de notre client d'aller dès que possible devant la Cour suprême. En attendant, Bola Tinubu s'est félicité de la décision de la Cour d'appel d'Abuja et a appelé ses adversaires à œuvrer en faveur de l'unité.
On vous en parlait à l'entame de cette édition. Bonne nouvelle enfin pour le président déchu Ali Bongo. Il est désormais libre de ses mouvements et a également la possibilité de se rendre à l'étranger. C'est l'annonce faite hier par la junte militaire au pouvoir et voici le compte rendu. Le président déchu Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements, a annoncé mercredi le général Brice Oligui Nguema, une semaine après l'avoir renversé. En résidence surveillée depuis le 30 août, Ali Bongo a reçu mercredi la visite d'un représentant de l'ONU et du président centrafricain. Compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Le général Oligui Nguema a prêté serment lundi comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée, après avoir fait adopter par référendum une nouvelle constitution qui débouchera, selon lui, sur des élections libres et transparentes. Et parlons justement du Gabon. Il faut notifier que dans le courant de cette journée de jeudi, le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Oligui, a nommé un nouveau premier ministre. Il s'agit de Raymond Ndong Sima, figure politique bien connue et ex-membre de la plateforme Alternance 2023, formation politique de l'opposition. À noter que Raymond Ndong Sima avait déjà occupé le poste de premier ministre de 2012 à 2014 sous Ali Bongo Ondimba avant de virer dans l'opposition. Cette nomination marque ainsi le retour progressif des institutions de la République suspendues après le coup d'État du 30 août contre Ali Bongo. Nous partons pour le Kenya à présent. Zoom sur Hello Tractor, une application mobile au service de l'agriculture dans le pays. Initiée depuis 2014, l'application met en relation des agriculteurs avec des propriétaires de tracteurs qui peuvent labourer leur ferme, moyennant des frais. Une bonne affaire en tout cas pour les propriétaires de ces machines. Peter Mungai est propriétaire de tracteurs au Kenya. Il vient de recevoir sur son téléphone mobile un message d'un agriculteur qui a besoin de labourer son champ. Le message a été envoyé via Hello Tractor. Il indiquera alors l'emplacement du champ à l'un de ses conducteurs. Samuel Simon Macharia est agriculteur. Il vante les mérites de l'application. Nous utilisons l'application Hello Tractor en raison de ses avantages. Le premier est qu'elle est rapide, ce qui vous permet de planter avant les pluies. Quand vous les appelez, le travail est fait rapidement, ce qui vous permet de planter les cultures à temps. Et le deuxième concerne le rendement. Car lorsque vous plantez à temps, le rendement augmente par rapport à avant, lorsque la célérité faisait défaut. L'application met en relation des agriculteurs avec des propriétaires de tracteurs qui peuvent labourer leur ferme moyennant des frais. Nous gagnons de l'argent, soit le double des bénéfices que nous obtenions avant de découvrir Hello Tractor. Hello Tractor contribue à la mécanisation de l'agriculture au Kenya, trop souvent resté à l'étape manuelle. C'est dire que propriétaires de tracteurs et agriculteurs tirent profit de l'application. Non seulement les agriculteurs sont connectés au service de mécanisation, mais les propriétaires de tracteurs ont également la possibilité de surveiller les performances de leurs engins lorsqu'ils travaillent pour les agriculteurs. Félix Okesh, du Programme alimentaire mondial au Kenya, estime que le succès et l'acceptation des technologies sont très positifs pour l'agriculture. À mesure que de plus en plus d'agriculteurs adopteront la technologie, le coût de la production alimentaire diminuera et la quantité de nourriture produite devait augmenter, car nous adopterons également de bonnes pratiques en matière de production de produits alimentaires après la récolte, de quoi lutter contre l'insécurité alimentaire au Kenya. L'agriculture fait vivre environ 60% de la population africaine.
Pendant ce temps, la situation humanitaire au Soudan demeure critique malgré les multiples négociations. Les conflits entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires n'ont pas fait que des déplacés, mais ils ont également porté un coup significatif au secteur sanitaire du pays, une situation sur laquelle l'Organisation mondiale de la santé alerte. Après 5 mois de conflit, rares sont les hôpitaux qui peuvent encore fonctionner normalement à Khartoum et dans les zones touchées par les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Une situation qui alerte l'OMS, qui avait affirmé en juin dernier que les attaques contre les établissements de santé empêchaient les patients de se rendre dans les hôpitaux. Mercredi, lors d'une conférence de presse, le chef de l'organisation a fait part de ses préoccupations. Au Soudan, la situation humanitaire continue de se détériorer. Environ 65% de la population n'a pas accès aux services de santé et plus de 70% des établissements de santé situés dans les zones de conflit ne fonctionnent pas. Les conséquences sont terribles. Chaque jour, 9 patients sous dialyse rénale meurent et les centres de dialyse rénale de 4 États ont fermé par manque de matériel. En plus de soutenir 11 hôpitaux, l'OMS a mis en place 12 dispensaires mobiles pour fournir des soins de santé essentiels et vitaux aux personnes qui n'y ont pas accès. En moins de 6 mois, la guerre a fait au moins 5000 morts et 3,6 millions de déplacés. Plusieurs tentatives de médiation pour mettre fin au conflit, principalement par l'Arabie saoudite et les États-Unis, ont échoué. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme de la 7. Retrouvez demain Nadej Arlidja pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite de soirée chez vous.